Avez-vous pensé, lors du décès d'un proche, à prendre son enveloppe mortelle en photo pour garder un souvenir qui potentiellement subsisterait durant des siècles? Alors là, vous vous dites, sur quoi je suis tombée? Sachez que cette tradition, aujourd'hui considérée comme macabre, était plutôt populaire durant le 19e siècle. Et je vais aller encore plus loin en vous disant que cela était totalement normal jusqu'au début du 20e siècle. Dans notre société moderne occidentale, nous avons un petit peu peur de la mort et c'est limite un très gros tabou, alors que je trouve que c'est quand même quelque chose d'assez hypocrite, sachant qu'on vit avec la mort tous les jours, notamment via les réseaux sociaux, via les infos et via les films. Mais pour les Victoriens, la mort faisait partie intégrante de leur quotidien, notamment à cause de nombreuses épidémies comme par exemple le choléra ou encore la tuberculose, et ils arrivaient à rendre cela très beau, voire poétique. La prise en charge de nombreuses blessures, de cancers et autres maladies constituait quelque chose qui n'était pas trop avancé en termes scientifiques par rapport à aujourd'hui. Bon, en vrai, je fais un énorme raccourci et je vous en ferai une vidéo qui sera exclusivement réservée à la médecine durant cette époque. L'espérance de vie d'un habitant durant l'époque victorienne était assez courte, on va dire une quarantaine d'années, contre 80 aujourd'hui. Une très grande partie de la population anglaise vivait à Londres ou dans de grosses villes. Les gens étaient entassés dans des pièces exiguës et grâce à la montée en puissance de l'industrialisation, eh bien tout le monde voulait avoir sa chance et tout le monde voulait trouver du travail. Malheureusement, dû à de très mauvaises conditions, que ce soit de vie ou en termes sanitaires, eh bien cela permettait aux épidémies de se propager plus rapidement, notamment via les classes pauvres. Les enfants, par exemple, mouraient beaucoup plus facilement et on considérait que durant ce temps-là, un enfant sur 5 décédait. Donc oui, les Victoriens vivaient avec la mort H24 et ça ne les dérangeait pas plus que ça, dans le sens où ils étaient vraiment habitués et qui ne pouvaient malheureusement pas y faire grand chose. Et c'est vers les années 1840 et plus particulièrement en 1839 que le daguerréotype fait son apparition, ce qui permettait de pouvoir capturer des portraits d'habitants, que ce soit des classes riches ou des classes moyennes. On oublie la peinture et à la place, en voyant un très bon moyen de se faire de l'argent assez rapidement, plusieurs studios de photographie ont commencé à pousser tels des champignons dans les villes. Alors au début, les studios ne photographiaient que des gens totalement vivants. Bien sûr, je pense que c'est un petit peu normal. Les gens venaient se faire tirer le portrait, que ce soit en famille ou en couple. Et les Victoriens ont vraiment joué le jeu et ils étaient, on va dire, assez fans de ce nouveau procédé photographique. Il y a une légende selon laquelle les Victoriens, lorsqu'ils ont vu le daguerréotype arriver dans les villes et les moyennes villes et les villages, ils considéraient cela comme de la sorcellerie. Alors après, on repassera, hein, parce qu'en vrai, des sources sur cette légende, j'en ai pas trop vu. Donc pour en revenir aux photos, par la suite, les studios de photographie ont commencé à se déplacer de plus en plus au domicile. Les photos, à partir de cette époque-là, eh bien c'était pas vraiment très cher par rapport à ce qu'on pourrait vraiment le croire. Car justement, pour les photographes, le but de l'expansion de la photographie dans les studios, c'était de permettre que tout le monde puisse justement en profiter. On va pas se le cacher, à quoi cela servait de rendre la photographie ultra inaccessible pour les photographes. Ils n'auraient jamais pu en faire très longtemps une source de revenus convenable. Ce n'est que vers les années 1850 que les photographies post-mortem ont commencé à être prises, mettant en scène très souvent des bébés décédés, immortalisés dans leur repos éternel, entourés par leurs parents ou la famille la plus proche, avec soit des couronnes de fleurs qui souvent symboliser quelque chose en particulier, ou alors ils étaient directement sur les jambes de la mère. Il faut bien remettre dans le contexte que le genre de la photographie post-mortem, ce n'était pas la seule source de revenus d'un photographe, vous imaginez quand même. Donc oui, durant la moitié du 19e siècle, le taux de mortalité, notamment à Londres, était très élevé par rapport à de nos jours, mais ce n'était pas non plus une raison pour en faire un business ultra lucratif et ultra juteux. Et surtout, toutes les familles ne souhaitaient pas que leurs défunts soient pris en photo, et c'est là que rentrent en jeu
les bijoux de deuil. C'était notamment un très bon moyen de garder une trace de l'être disparu, comme par exemple mettre une mèche de cheveux dans un médaillon, et ça en faisait un très joli petit collier. Donc oui, il y avait plus de photographies de vivants que de morts, mais cela ne voulait pas dire qu'il n'y en avait quasiment pas du tout, bien au contraire. Ce qui nous amène à une conclusion: on vous a menti. Qui n'a pas vu déferler durant ces dernières années de nombreux articles sur la photographie post-mortem, montrant notamment soi-disant des défunts qui se tenaient debout là comme s'ils allaient faire la Java. Donc ça, ou encore ça, ou encore ça, ce ne sont pas des photographies post-mortem. Certaines ont été mal cataloguées, soit parce qu'ils avaient peu de connaissances, soit parce qu'ils voulaient en faire un article un peu vous voyez ce que je veux dire, et d'autres photographies ne datent même pas de l'époque victorienne. Premièrement, tous les articles désignant un corps debout sur une sorte de trépied, comme j'aime un petit peu à l'appeler, pour le maintenir en place, sont une énorme ramassis de bêtises. Je vous l'accorde, les victoriens étaient doués pour beaucoup de choses, mais certainement pas pour ramener les morts à la vie. Oubliez les articles sur la BBC et concentrons-nous plutôt sur la réalité. Alors ces trépieds que vous voyez sur certaines des photos et qui ont notamment énormément alimenté ce mythe n'ont jamais été utilisés pour la photographie post-mortem, loin de là. Les photographes utilisaient ce trépied pour les vivants, pour leur permettre en fait tout simplement de rester debout durant un laps de temps qui était considéré assez long pour l'époque. Et pour être plus exact, là où il y a une sorte de confusion, c'est lorsque l'on a utilisé le terme longue exposition et qui parle de cette exposition pour désigner un temps de pause allant de 30 minutes à 1 heure, ce qui est complètement faux pour un portrait. Le temps d'exposition de 30 minutes à 1 heure, c'était utilisé pour la photographie paysage. Et lorsque le daguerréotype est arrivé sur le marché, on parle d'un temps d'exposition qui était d'à peu près 1 minute, ce qui est quand même considéré comme très long pour l'époque, voire même aujourd'hui. Donc je le rappelle, l'arrivée du daguerréotype c'est en 1839 et vers 1850, le temps d'exposition est passé d'à peu près 1 minute à 3 à 8 secondes. Et c'est à ce moment-là qu'était utilisé le trépied, donc pour ces laps de temps entre 1839 et 1850 jusqu'à de nos jours, c'est ce trépied qui était utilisé notamment pour éviter que les photos soient floues. Et cet effet de flou, c'est ce qui a donné un petit peu ce mythe aux photographies victoriennes, mais aussi, ce dont je ne vous ai pas parlé, du procédé chimique. C'est ce qui donne cet effet vaporeux, limite un petit peu spooky et étrange sur les photographies du 19e siècle. Deuxièmement, on ne peut tout simplement pas faire poser un cadavre sur ce trépied parce qu'en fait il ne tiendrait pas du tout. Alors pourquoi, vous allez me dire? Eh bien parce que le poids d'un corps mort, eh bien ce n'est pas vraiment la même chose que le poids d'un corps vivant, parce que nous quand on est vivant on peut tenir normal, on est vivant, vous allez me dire, mais quand on est mort on s'affaisse. Et en plus de ça, il y a la rigidité cadavérique. Donc oui, comment vous pouvez faire en sorte qu'un cadavre puisse tenir à peu près 1 minute sans bouger et en lui faisant tenir la tête bien droit avec les yeux ouverts? Là vous vous dites, il y a un petit problème quand même, non? Donc non, cette photo n'est absolument pas post-mortem, ces deux jeunes filles sont bel et bien vivantes. Et celle-là encore moins, cette photo a fait notamment le tour d'internet, je l'ai vu passer des dizaines de fois, alors que c'est en fait le portrait de Lewis Carroll bien avant sa mort. Troisièmement, et là c'est QFD, un défunt sur une photo, il paraît mort, et un vivant sur une photo, il paraît bel et bien vivant. Et c'est pour cela que l'on prenait énormément d'enfants pour les photographies post-mortem, c'est parce qu'en fait les parents ne se disaient pas qu'ils n'allaient pas avoir le temps de pouvoir prendre un cliché de vivant. Si vous voyez que le corps est couché soit dans le lit, soit dans un cercueil entouré de fleurs, c'est un cadavre. Alors répétez après moi, il n'y a jamais eu de photographie post-mortem de gens morts tenant sur une pique comme s'ils étaient vivants. Voilà, je vous laisse écrire ça en commentaire. Si vous souhaitez découvrir de réelles photographies post-mortem, je vous invite à aller voir le site de Thanatos Archive qui a aussi un compte Instagram, ainsi que le site de Burns Archive qui répertorie avec exactitude de vrais clichés de défunts. Alors, pour la petite anecdote,
il y aurait eu potentiellement 2 photographies dans l'histoire de la photographie post-mortem avec des défunts debout. Alors à ce jour, on n'a jamais pu retrouver les photographies, en fait elles sont complètement perdues. Mais on a quelques traces écrites. Un extrait d'article datant de 1882 révèle un premier essai. Il y a 2 ans, une famille irlandaise vivant dans le sud de la ville m'a contacté pour prendre une photo de leur fils mort, un jeune homme coiffé de son chapeau haut de forme. Il a fallu sortir le cadavre raidi de la glacière et le caler contre le mur. L'effet était horrible, mais la famille était ravie et pensait que le chapeau donnait un effet vivant. Le second extrait provient d'un bulletin américain datant de 1898. J'étais en train de camper dans une ville de l'Arizona et un bon nombre d'enfants mexicains sont morts. Ces gens aimaient beaucoup les photos et semblent apprécier les cadavres s'ils n'en ont pas pris de leur vivant. La plupart des habitants de la ville où je me trouvais préféraient les avoir debout, alors je leur ai ordonné de placer le cadavre contre le dossier d'une chaise et de l'attacher ainsi à l'extérieur de leur maison au soleil. Et je dirais qu'une photo de cadavre debout est bien plus belle qu'une photo de cadavre allongé. Pour celles et ceux qui me diraient que la BBC a bien plus raison que moi parce que eux ce sont des journalistes et que moi je suis une meuf un peu chelou qui fait des vidéos sur YouTube, je vous laisse dans la description de nombreuses sources et des livres expliquant le véritable procédé de la photographie post-mortem, comme par exemple le Secure the Shadow, Death and Photography in America, écrit par Jay Ruby en 1995. Aujourd'hui, on peut retrouver de nombreuses fausses photographies post-mortem. Et si vous souhaitez savoir si une photo est réelle ou non, je vous invite à suivre votre instinct parce que celui-ci va être extrêmement mal à l'aise devant une photographie post-mortem. Donc sur ce, je vous laisse faire vos propres recherches.